Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h11. Réfugié en France, en 1925, Missak Manouchian a rejoint la résistance en France, résistance communiste en 1943. Je suis avec Fabrice Grenard, historien, spécialiste de la résistance française, directeur scientifique de la Fondation pour la Résistance et auteur de Jean Moulin, le héros oublié chez Plomb. Bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Je n'ai pas dit de bêtises, jusque-là. Presque pas, mais en fait, il ne rejoint pas la résistance et le Parti communiste en 1943. Il rejoint le Parti communiste dès 1934. Oui. Et il milite clandestinement pour le Parti communiste après son interdiction en septembre 1939. Et il rejoint la résistance lorsque le parti bascule en juin 1941, au moment où l'Allemagne attaque l'URSS. Il venait d'Arménie, il était rescapé du génocide arménien. Oui, rescapé du génocide arménien. Il est né en 1906, donc il avait à peine 10 ans, en 1915, au moment du génocide, lorsque les autorités ottomanes décident d'exterminer le peuple arménien. 1,5 million de victimes, et les parents de Missak Manouchian figureront parmi les victimes. Il sera récupéré, élevé comme orphelin, d'abord par une famille kurde et puis ensuite par des organismes de secours. Voilà. Réfugié en France, donc, en 1925, et là il rencontre le Parti communiste, donc. Dans quelles circonstances? Est-ce qu'on sait comment il exerce un métier? Que fait-il lorsqu'il arrive en France? Il arrive en France d'abord à Marseille en 1925. Oui. Et il a une double casquette, Missak Manouchian. C'est à la fois, il a une formation d'ouvrier, les menuisiers, mais c'est aussi un homme de lettres. C'était un poète arménien. Donc il débute à Marseille, il arrive ensuite à Paris. Il va travailler aux usines Javel de Citroën, tout en suivant des cours du soir à la Sorbonne pour écrire. Il écrit aussi des poèmes à cette époque-là. Et il rejoint le Parti communiste à un moment très précis, mais c'est un événement important dans l'histoire de France, c'est le 6 février 1934. La tentative de coup d'État interprétée comme une tentative de coup d'État fasciste par la gauche, de la part des ligues d'extrême droite. Et c'est après cet événement-là qu'il décide de s'engager en rejoignant le Parti communiste. Et il sera aussi très engagé dans un comité d'aide pour l'Arménie, où il rencontrera d'ailleurs au sein de ce comité Mélinée, sa future épouse. Sa future épouse. Bien. 1943, il rejoint la résistance. Dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui l'a conduit à rejoindre la résistance? Alors, il y a une forme de cohérence puisqu'il est membre du Parti communiste. Donc, le Parti communiste est interdit en septembre 1939 du fait du pacte germano-soviétique. D'ailleurs, à ce moment-là, que dit-il du pacte germano-soviétique, justement? Alors ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il mystère, quand même, il est arrêté. Il est arrêté par la police française, puisque en 1939. En 1939, du fait de ses sympathies pour le Parti communiste. Mais il est relâché. Et il fait le choix à ce moment-là de s'engager dans l'armée française, comme volontaire. Et il s'engage dans l'armée française? Il s'engage dans l'armée française, tout à fait. Et donc, s'il est relâché, c'est qu'il a expliqué aux policiers français qu'il ne soutenait pas le pacte germano-soviétique. Et il s'engage donc pour le montrer, pour le prouver. Il s'engage dans l'armée française, tout à fait, comme volontaire, pour le prouver, alors que le parti, à ce moment-là, avait plutôt tendance à condamner ce genre d'engagement volontaire. Bien sûr. Et puis ensuite, il suit la trajectoire du Parti communiste, c'est-à-dire qu'il devient un militant clandestin du parti. Il participe à sa reconstitution, diffuser des tracts, par exemple, sur une ligne un petit peu ambiguë, du fait justement du pacte germano-soviétique. Et il y a ce basculement-là, totalement dans la résistance, en juin 1941, après l'opération Barbarossa, déclenchement de l'opération Barbarossa. D'ailleurs, il est arrêté une deuxième fois à ce moment-là. Il est arrêté une deuxième fois parce que les Allemands organisent une grande rafle à Paris, en région parisienne, dans les milieux communistes, du fait de l'opération Barbarossa, et il sera interné au camp de Royal-Lieu à Compiègne pendant plusieurs semaines. Mais là aussi, faute de preuves, en fait, il sera ensuite libéré. Il sera libéré. Et il entre en résistance, donc, en 1943. Là, il est très actif. Dites-nous un peu ses faits d'armes. Il a d'abord... alors, en 1942, il est responsable de la section
MOI, de la main-d'œuvre étrangère arménienne au sein du Parti communiste. Donc là, il a essentiellement des fonctions politiques, organiser la diffusion de tracts clandestins, par exemple, de journaux clandestins. Il participe aussi à ce qu'on appelle le travail allemand, parce qu'il se trouve qu'il y a des Arméniens dans l'armée allemande qui ont été enrôlés de force. Et donc, le travail allemand consiste à encourager les soldats allemands ou soldats enrôlés dans l'armée allemande à déserter. Voilà, il fait ce travail-là. Et puis, en 1943, tout change pour lui, puisque là, il va être muté dans les FTP-MOI. Donc là, c'est la branche combattante des FTP. Il est d'abord un combattant à la base. Et en août 1943, il devient le chef militaire des FTP-MOI de la région parisienne. D'accord. Donc là, acte de résistance jusqu'au moment où il est arrêté et exécuté. Oui, on considère que donc les FTP-MOI étaient véritablement le commando le plus actif sur le plan de la lutte armée en 1943 dans la région parisienne. On considère que sous ses ordres, il y a eu une trentaine d'actions menées, actions de guérilla, donc c'était des sabotages, c'était des attaques de convois allemands. C'est aussi l'exécution, par exemple, de Julius Ritter en septembre 1943 à Paris. Julius Ritter était le représentant en France de Fritz Sauckel, celui qui s'occupait des réquisitions de main-d'œuvre en Europe. On le surnommait le négrier d'Hitler. Voilà, donc des actions très, très spectaculaires, très importantes, mais effectivement, ce sont les policiers français en fait qui le traquaient. Voilà, la brigade les policiers spéciale français qui l'arrêtent. Au sein de la police française, il y avait une brigade spéciale chargée de traquer les communistes. Et ce sont les policiers français qui l'arrêtent donc le 16 novembre 1943, alors qu'il a rendez-vous avec son supérieur, Joseph Epstein, le colonel Gilles. Voilà. Et ils sont arrêtés tous les deux. Et ensuite... donc dénoncés. Alors ils ont été, on pense... Trahis. Non ? Il se trouve qu'il y a un cadre du parti qui a été arrêté, il s'appelle Joseph Davidovitch, quelques semaines plus tôt. Qui a parlé. Qui a certainement parlé, voilà, qui a donné des informations. Peut-être sous la torture, certainement. Bien sûr. Et il sera exécuté d'ailleurs en décembre 1943. Il sera relâché ensuite par la police française. Et il sera exécuté par un commando communiste. Ah, d'accord. Du fait de cette trahison. Donc il est arrêté. Et il est exécuté rapidement Alors, il est arrêté par les policiers français qui, après l'avoir interrogé, vont le transmettre aux Allemands. Oui. Et là, les Allemands vont organiser un procès très rapide devant le tribunal militaire allemand à Paris, le 19 février. Il est condamné à mort avec 23 membres de son organisation. Et 22 de ces 23 membres vont être exécutés au Mont-Valérien le 21 février 1944. Au Mont-Valérien, c'est la raison pour laquelle... au Mont-Valérien, était 22 des 23, me dites. Oui, puisqu'il y avait une femme, Olga Boncic, qui, elle, sera déportée en Allemagne et sera exécutée en Allemagne. Et sera exécutée en Allemagne. Tout à fait. Bien, Mélinée, son épouse, était aussi résistante. Oui, elle l'a accompagnée dans ses activités, à la fois ses activités militantes. D'ailleurs, ils se sont rencontrés au comité d'aide en faveur de l'Arménie dans les années 30, qui était aussi un comité très engagé en faveur de l'antifascisme. Ils ont tous les deux, à ce moment-là, participé aussi, au moment de la guerre civile espagnole, à l'aide aux républicains espagnols. Et dans la résistance, Mélinée l'aidait. Alors, vous savez, dans la résistance, les tâches étaient un petit peu genrées. Là où Michel Manoukian, Missak Manoukian combattait, elle avait des tâches considérées comme plus féminines. Transporter en secret des armes, délivrer des informations, repérer les cibles aussi, repérer les cibles où on allait procéder à des attentats. Et transporter les tracts qui allaient être diffusés. Quel rôle le FTP, quel rôle le FTP dans la résistance? Est-ce qu'il y avait une rivalité avec les autres résistants? Comment ça se passait à ce moment-là, vers 42-43? Au départ, il y a beaucoup de rivalité entre les résistants et les différentes organisations de lutte armée. Même s'ils ont un ennemi commun, bien sûr, l'occupant allemand. Mais 43, c'est aussi l'année de l'unification. C'est la création du Conseil national de la résistance. Voilà. C'est le moment où les communistes acceptent de reconnaître le général de Gaulle comme chef de tous les résistants. Donc, chaque organisation militaire, je dirais, agit un petit peu séparément. Donc les FTP-MOI agissent de façon indépendante et autonome par rapport aux autres organisations non communistes. Mais en même temps, tout ça s'inscrit désormais dans un combat commun, dans une lutte commune. Voilà. Et c'est aussi avec Jean Moulin, par exemple. Ils n'ont pas eu de contact avec Jean Moulin. Mais pas de contact? Non, bien sûr. Non, aucun contact. Mais le Parti communiste est représenté
au Conseil national de la résistance. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. la branche armée du Parti communiste, les FTP, du coup, participe aussi à ce travail d'unité. Ce travail d'unité. Mais il n'y avait pas, comment dire, une organisation commune sur les actes de sabotage ou... Alors, il y aura un petit peu plus tard les FFI, les Forces françaises de l'intérieur. Oui. Et les FTP vont travailler avec les FFI tout en gardant leur autonomie organisationnelle. Voilà. Enfin, quand les FFI avaient un objectif, les FTP le savaient. Oui, et parfois, d'ailleurs, il y a une coopération, sur le terrain qui se développe. On se prête aussi des armes. Alors, pourquoi est-ce que le président de la République a salué la bravoure et l'héroïsme tranquille de Missak Manoukian, selon vous ? Alors la bravoure et l'héroïsme, j'ai évoqué la trentaine d'actions qui sont effectivement très spectaculaires. La première action de Missak Manoukian, lorsqu'il intègre les FTP-MOI, consiste à attaquer un détachement allemand à la grenade, vous voyez. On est en mars 1943. Et puis ensuite, il y a toutes ces opérations qu'il va superviser, comme l'exécution de Julius Ritter. C'est l'un des plus hauts dignitaires nazis présents en France qui est exécuté par la résistance. Le côté tranquille, dans tous les témoignages qui vont être livrés autour de Missak Manoukian. Et on le voit d'ailleurs dans le film de Robert Guédiguian, L'armée du crime. Missak Manoukian était quelqu'un de très posé. C'était aussi un intellectuel, il réfléchissait beaucoup. C'était pas quelqu'un qui était adepte, par exemple, des opérations suicides. Il tenait beaucoup à la survie des membres de son organisation. Donc je pense que tout ça participe à ce côté peut-être tranquille défini par le président Macron. Est-ce que c'est une façon aussi de rendre hommage à tous les combattants étrangers ? Oui, espagnols, italiens, arméniens ou venus d'autres continents ? Oui, évidemment, le symbole est triple avec Missak Manoukian. C'est rescapé du génocide arménien. On sait que la France est très engagée pour faire reconnaître le génocide arménien. C'est un membre du Parti communiste. Il y a déjà eu des résistants panthéonisés, de Gaulle, Jean Moulin, Brossolette, des femmes, Geneviève Antonius de Gaulle, par exemple. Il n'y a jamais eu de communistes. Voilà. Or, le Parti communiste, à partir de juin 41, c'est l'un des fers de lance de la résistance intérieure. Et puis, il y a le résistant étranger. Effectivement, il y a des milliers d'étrangers qui sont venus trouver refuge en France dans les années 30 parce qu'ils fuyaient les régimes totalitaires de l'entre-deux-guerres, que ce soit Franco en Espagne, Hitler en Allemagne, Mussolini en Italie. Et ces étrangers qui avaient déjà eu un engagement antifasciste avant la guerre vont le poursuivre après la défaite de la France et seront bien souvent les premiers à passer à l'action, les premiers à basculer dans la résistance. Et derrière Missak Manoukian, vous avez bien sûr tous ces républicains espagnols, tous ces Arméniens, tous ces Polonais, tous ces Roumains, tous ces antifascistes italiens ou représentaient-il dans la résistance numériquement? Alors, ils étaient importants. Dans les maquis, par exemple, vous avez beaucoup de républicains espagnols. Au maquis d'Eglières, il y avait une soixantaine de républicains espagnols. Et surtout, ils apportaient leur savoir-faire. Parce que c'était des gens qui avaient déjà combattu avant la guerre, qui avaient une expérience, qui avaient aussi une expérience du combat antifasciste, là où beaucoup de jeunes résistants étaient beaucoup plus novices. Donc ils ont souvent servi aussi de cadre à la résistance. Et les Arméniens, dans la communauté arménienne, il y avait beaucoup aussi de résistants, même chose. Oui, bien sûr, Missak Manoukian. Et d'ailleurs, il a recruté peut-être dans la communauté arménienne. On estime qu'il y avait à peu près 7000 Arméniens au sein de la section MOI. 7000. 7000. Alors tous ne basculeront pas en résistance, mais un certain nombre d'entre eux. Et Missak et Méliné Manoukian étaient très proches, par exemple, de la famille Aznavourian, les parents de Michel Aznavour. Voyez. C'est même cette famille qui hébergera Méliné après l'exécution de son mari. De son mari. Elle lui a survécu 45 ans, je crois. Oui, tout à fait. Décédée en 1989. Voilà, en 1989. C'était indispensable. Vous pensez que là, c'est vraiment... Parce que j'ai vu que c'était un geste qui avait été applaudi par la gauche, évidemment. Oui, tout le monde... J'ai pas vu une seule critique. Non, parce que en général, en France, dès qu'on fait quelque chose, c'est vrai, tout le monde critique. Mais là, je n'ai pas vu une seule critique. Le symbole est fort. Alors, ça fait un petit moment déjà que c'était un petit peu un serpent de mer, cette entrée de Manoukian au Panthéon. François Hollande avait refusé. Il avait refusé. Il avait privilégié. Pourquoi ? Il faudrait lui demander, il faudrait lui poser la question, mais il avait fait entrer deux femmes, Germaine Tillon et Geneviève Antonius de Gaulle, ainsi que Pierre Brossolette. Mais il avait refusé Missak Manoukian.
Le symbole est aussi fort parce qu'on parle beaucoup d'immigration en ce moment, on parle beaucoup d'intégration. Et là, on a une image très forte de quelqu'un qui était apatride, rescapé du génocide arménien, qui n'avait pas la nationalité française, et qui pourtant a combattu pour la libération de la France. Dans la lettre qu'il a laissée à son épouse Mélinée, il a même écrit qu'il se considérait comme le combattant régulier d'une armée de libération nationale française. Vous voyez, le symbole est très fort. Et son épouse Mélinée, elle obtiendra d'ailleurs la nationalité à la fin de la guerre. Donc évidemment, parce que lui n'a jamais eu la nationalité française. Non, il ne l'a pas eu. Donc c'est le premier entré au Panthéon à ne pas être français. Alors certainement, il faudrait vérifier, mais effectivement. Alors, non, mais c'est très intéressant. Il rentre avec son épouse. Oui, il rentre avec son épouse qui est française. Qui est là. Et on a là, bien sûr, une image très forte d'intégration réussie, d'intégration positive. Je comprends. Merci beaucoup. C'est passionnant, hein, Fabrice Grenard. Merci vraiment. à vous. Je vois que vous connaissez tout cela par cœur. C'est normal, directeur scientifique de la Fondation pour la Résistance et auteur de Jean Moulin, le héros oublié aux éditions Plomb. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est 12h27, André Bercoeur.